Ce programme renferme des images susceptibles de choquer la sensibilité de certains téléspectateurs. Précédemment dans l'affaire John Benet Ramsey. Le 26 décembre 1996 à 5h52 du matin, Patsy Ramsey signale l'enlèvement de sa fille John Benet, 6 ans. Un peu plus tard, le même jour, la petite fille est retrouvée morte chez elle. Je m'appelle Jim Clementi et j'étais profiler au FBI. Je suis expert en affaires de pédophilie, d'enlèvement et de meurtre d'enfants. Je m'appelle Laura Richards. Je suis analyste en comportement criminel et j'ai été formée par Scotland Yard au sein du FBI. Pour réexaminer cette affaire, nous avons rassemblé une équipe inédite d'experts réputés. On va reprendre toute l'enquête, depuis le début. Okay, what's your name? Are you Patsy Ramsey? I'm the mother. Oh my God! Ça m'a perturbée. J'ai cru entendre une deuxième voix dans la pièce, peut-être même une troisième. On a réécouté l'appel d'urgence. On va réduire les bruits parasites. On dirait la voix de John Ramsey. John Benet et moi étions très proches. Vous n'avez pas témoigné devant le grand jury? Personne ne me l'a demandé. La police est intervenue tout de suite après l'appel de la mère. En arrivant sur les lieux, elle a trouvé la demande de rançon qui était le premier indice répertorié. Nous sommes un groupe d'individus représentant une petite faction étrangère. D'un point de vue criminalistique, ça ne ressemble en rien à une lettre d'enlèvement. 76% des termes de cette lettre sont exagérés. 4 lignes auraient suffi. Ils veulent convaincre absolument. Il y a surenchère. C'est un adulte de 30 ans ou plus. Une personne qui s'exprime comme ça est généralement une femme. Pour moi, la demande de rançon est un leurre. À l'époque, la consigne donnée par les autorités de police était de traiter la famille avec ménagement. À Boulder, Colorado, la police a trouvé une lampe torche qui a peut-être servi à tuer John Benet. Il y a une parfaite correspondance. Êtes-vous absolument convaincu que votre fille a été enlevée? Oui. Elle fait non de la tête. Et puis, Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui n'est pas dit. C'est peut-être même plus important. Cela fait presque 20 ans maintenant. Pour rouvrir l'enquête et réexaminer les faits, nous avons réuni les plus grands experts mondiaux en matière de criminologie. Notre mission, comprendre ce qui s'est passé dans cette maison cette nuit-là. Une petite fille de 6 ans a perdu la vie. d'après vous, est-ce que les indices nous emmènent à l'extérieur de la maison, sur la piste d'inconnu qui serait venu enlever la petite, ou de quelqu'un qui veut faire croire à un enlèvement, ou est-ce qu'ils pointent à l'intérieur, vers les membres de la famille? John et Patsy ont été considérés comme suspects, mais ils n'étaient pas les seuls. Il y avait d'autres suspects, avec des mobiles très différents. On ne doit écarter aucune piste, que ce soit celle d'un meurtre intentionnel ou de quelque chose qu'on a voulu faire passer pour un meurtre intentionnel. Voyons ensemble si l'hypothèse de l'intrus est plausible. L'hypothèse de l'intrus implique que quelqu'un ait surveillé la famille, qu'il ait attendu que tout le monde soit à la maison pour entrer et écrire une demande de rançon. Il serait allé chercher John Benet, l'aurait peut-être étourdi avec un pistolet paralysant et conduit au sous-sol, où il l'aurait attachée et tuée. Et aurait quand même laissé la demande de rançon. Le meurtrier de John Benet a sexuellement abusé d'elle. Il l'a étourdie avec un pistolet paralysant. Il l'a tuée avec un garrot qu'il a bricolé lui-même. Pourquoi a-t-il fait ça? Je ne sais pas. Mais John Benet a connu une mort brutale dans le coin le plus reculé du sous-sol. En 2001, Lou Smith est passé sur une chaîne nationale. Pour beaucoup, cela a suffi pour valider l'hypothèse de l'intrus.
Il faudra donc nous pencher sur la possibilité d'une intrusion par le sous-sol. C'était bien la théorie de Lou Smith. Oui, Lou Smith était à la division criminelle de Colorado Springs. Et il a été engagé par qui? Alex Hunter, le procureur de l'époque. Il a étudié les photos de la scène de crime et a échafaudé l'hypothèse d'un intrus. Lou Smith était un inspecteur respecté, il avait de bons résultats. À sa décharge, il n'y avait pas d'antécédents de violence domestique ou de maltraitance d'enfants dans la famille. Pour lui, ce ne pouvait être qu'un intrus. Oui, pourquoi cette vision binaire? Deux théories. Les parents pouvaient être impliqués à bien des niveaux. Ce n'est pas noir ou blanc, il y a toute une palette de gris entre les deux. Et en tant qu'enquêteur, il était de sa responsabilité d'examiner toutes ces nuances. Et cela a échappé aux gens qui pensaient qu'il s'agissait d'un intrus. Réexaminons la vidéo de la scène de crime. Ce sont les escaliers qui mènent au sous-sol. Les enfants y jouaient. C'est la fenêtre par laquelle quelqu'un serait entré avec l'intention de ressortir en empruntant le même chemin. Oui. Elle ne s'ouvre pas entièrement. Il y a une espèce de poutre au plafond à cet endroit. Il faut donc tourner son corps de ce côté. Quelle fenêtre était cassée déjà? Celle du milieu, celle qui est ouverte. John avait cassé la vitre pour entrer dans la maison. Il lui arrivait souvent d'oublier ses clés. Mais c'était bien avant la mort de John Benet. Oui, plus tôt dans l'année. La vitre n'avait jamais été remplacée. Il y avait même une toile d'araignée dans le coin. Regardez, la voilà. Ah oui, oui. Stop. Vous voyez toute la poussière et la saleté dans la toile? Elle a subi les intempéries et elle est pleine de poussière. On voit bien que ce n'est pas une toile toute fraîche. Elle ne serait plus là si quelqu'un était passé par cette fenêtre. Regardez comme cet endroit est vraiment bien caché. On voit Lou Smith ouvrir la fenêtre. Regardez, ses hanches font la largeur de l'encadrement. Revenez en arrière, au moment où il est assis sur le rebord. Quand il passe, s'il y avait eu une toile d'araignée à cet endroit, il l'aurait arrachée. Il tient tout juste dans l'encadrement. Et regardez où est sa main. Il s'appuie dans l'empoignure. Pile où était la toile d'araignée. Je n'ose même pas imaginer comme il faut se contorsionner pour sortir par le même chemin. Et les dégâts que cela ferait au passage. On va essayer de le refaire et voir ce que ça donne. Nous voulions aller au domicile des Ramsey, mais il y avait des travaux. Alors nous avons décidé de reconstituer les lieux à l'identique dans cet entrepôt. Toute cette affaire repose sur des spéculations. Il faut donc étudier toutes les hypothèses de façon méthodique pour voir si elles tiennent debout. Laura, vous êtes là-haut? Oui, Jim. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ici, à l'intérieur? Pas très bien, non. Je vous rappelle qu'il y avait une grille en fer dessus. Et du feuillage. Ça ne donne pas une très bonne vision de là où on va mettre les pieds. Ouais, ce n'est pas tout. Ça se passait la nuit. Il faudra donc éteindre les lumières pour le réalisme. Exact. Ils ont dû soulever la grille en fer. La poser contre le mur. Ce qui aurait dérangé et écrasé le feuillage. Ouais. Vous avez la place de passer? Une fois qu'on est là, c'est assez étroit. Il doit y avoir des façons plus simples d'entrer. Ça ne s'ouvre pas entièrement. Non. Pas facile. Mais ça passe. C'est donc possible. Pour entrer, il faut se glisser sur le côté, parce qu'il n'y a pas de place pour passer de front. Je peux me retenir ici, mais il faudra de toute façon que je me laisse tomber à l'intérieur. D'accord. On a ici de la toile d'araignée et des débris. Il devrait y en avoir aussi sur les semelles de mes chaussures. Quand on regarde la vidéo de la scène de crime, tout est intact. Et c'est confirmé par la photo. J'ai essayé de faire attention, mais je ne suis pas sûre qu'un ou des intrus se seraient dit « Ah, il y a une toile d'araignée, je dois la laisser intacte. » Exact. D'autant qu'ils ont laissé d'autres traces de leur présence. D'après la théorie de Lou Smith, l'intrus ou les intrus auraient laissé cette valise à cet endroit pour se hisser sur la fenêtre et sortir.
Il va falloir trouver un moyen de repasser par là sans arracher ce qui reste de la toile d'araignée. D'accord, je vais essayer de faire ça. Vous avez tout arraché au passage. Il ne reste rien de la toile d'araignée. Et regardez tout ce que vous avez dérangé. C'est flagrant, ça saute aux yeux. Or, il y avait bien la toile d'araignée dans le coin, et rien n'avait été dérangé. C'est vrai, ça ne tient pas debout. Au cours des derniers mois, nous avons étudié point par point l'hypothèse selon laquelle une personne étrangère à la famille serait entrée par le sous-sol et aurait sexuellement agressé la petite. Le rapport d'autopsie dit qu'il y a des signes d'agression sexuelle. Dr Spitz, vous avez lu ce compte-rendu, vous avez vu les blessures et le séquençage d'ADN. Que pouvez-vous nous en dire? Un agent médico-légal m'a apporté une lame microscopique avec un prélèvement vaginal de la petite fille, John Benet. Je l'ai examiné au microscope. Il n'y a pratiquement pas de dégâts. J'ai noté la présence de quelques fibres de bois. Franchement, en termes de taille, c'est microscopique. On ne l'aurait probablement pas vu à l'œil nu. Je pense qu'il y a deux possibilités. Soit un morceau de bois a été inséré là, soit c'est un transfert secondaire. Un transfert secondaire peut se faire à n'importe quel moment, même quand on déplace le corps. Et je rappelle qu'il l'a été à plusieurs reprises et à plusieurs endroits différents. À un moment, on l'a même recouvert avec une couverture. Il n'a cessé d'être manipulé sur la scène de crime. Qu'en est-il du sang sur ses sous-vêtements? Il n'y a qu'une seule tache, et elle peut être le résultat de n'importe quel transfert. Il n'y a pas ici d'agression sexuelle. Non, ce n'est pas un signe d'agression sexuelle. Ils ne cherchaient donc pas le bon coupable, puisque ce n'était pas un crime à caractère sexuel. Oui. La police de Boulder, Colorado, interroge un nouveau suspect. Selon des sources proches de l'affaire, le suspect aurait vécu à Boulder. La police a arrêté John McCarr. Comme John Benet faisait des concours de beauté, il y avait beaucoup de photos d'elle très maquillée en circulation. C'est ce qui a étayé la théorie du crime sexuel. C'est ce que beaucoup de gens ont cru. Et les autres blessures? Les deux marques qu'elle a dans le bas du dos? Ces deux marques pourraient avoir été faites par un pistolet incapacitant. Le pistolet paralysant tient un rôle crucial dans la théorie de Lou Smith. Lou Smith a suggéré qu'un pistolet incapacitant a été utilisé pour étourdir John Benet. On va se servir d'un pistolet incapacitant pour voir s'il laisse des marques similaires à celles que présentait la victime. Voici un agent de mon service qui s'est porté volontaire pour être notre cobaye. Tous les agents des forces de l'ordre ont déjà reçu des coups de taser au cours de leur formation. Merci d'accepter d'être notre cobaye aujourd'hui. Nous prenons cela très au sérieux et avons du personnel médical prêt à intervenir au moindre problème. Jay, est-ce que tu veux bien t'allonger en me tournant le dos, s'il te plaît? À voltage égal, est-ce que les effets sont les mêmes sur un homme adulte que sur un enfant de 6 ans pesant 20 kilos? Ou est-ce que, d'une manière ou d'une autre, ils sont amplifiés? Amplifié, bien sûr. Bon, dis-nous quand tu es prêt. Regarde devant toi. Je suis prêt. Quand on fait cet exercice, on prévient toujours en disant « taser, taser ». Qu'avez-vous ressenti? Une montée d'adrénaline. Je tiens à peine debout. Vous vous sentiez étourdi? Non, je voulais juste m'en éloigner. Est-ce qu'on peut voir votre dos? On voit nettement deux marques. On dirait plus une irritation. Elles sont plus écartées et on dirait deux poinçons. Jay, combien pesez-vous? 97 kilos. 97 kilos, soit presque 5 fois plus que John Benet Ramsey. À votre avis, comment une petite fille de 6 ans pesant 20 kilos a pu réagir à une telle décharge? Si c'est arrivé quand elle dormait, elle a dû avoir peur.
Elle a peut-être crié et essayé de s'en éloigner. Selon Smith, le taser l'aurait étourdie ou rendue inconsciente. Or, on a l'effet inverse. Oui. Ça ne tient pas debout. Exact. Est-ce qu'on peut faire un deuxième essai? Vous croyez? Ça va dépendre de Jay, bien sûr. Le premier essai a été fait sur ses vêtements. Vous êtes prêts? Taser, taser. C'était encore plus violent. Ça va? Ouais. Comment vous sentez-vous? À intervalles aussi rapprochés, j'ai tout senti. Mon rythme cardiaque n'est pas encore revenu à la normale. Ça vous a donné un coup de fouet? Oui. D'accord. Ça n'a rien à voir. Si on avait tasé la petite fille, elle aurait poussé un cri qui aurait traversé toute la bâtisse. Il aurait réveillé toute la maisonnée. L'enquête sur le meurtre de JonBenet Ramsey s'était focalisée sur ses parents, mais Madame le procureur du comté de Boulder a déclaré que ce n'était plus le cas. De nouvelles analyses ADN ont innocenté la famille Ramsey. Elle leur a écrit: dans la mesure où nous avons contribué à vous faire percevoir comme étant impliqués d'une façon ou d'une autre dans ce crime, je suis profondément désolée. Les technologies de l'ADN ont beaucoup évolué depuis 1996. Aujourd'hui, on peut détecter et analyser de simples traces de contact dans bien des cas. Reste ensuite à déterminer leur signification dans chaque cas particulier. Il y a 20 ans, pour identifier quelqu'un par son ADN, il fallait beaucoup de matériel génétique. C'était la première génération d'analyse. Aujourd'hui, une ou deux cellules suffisent. On a trouvé de façon significative un ADN étranger sur les sous-vêtements de JonBenet. Beaucoup de gens se sont dit qu'un jour, il serait possible d'identifier le tueur par son profil génétique. On a trouvé un ADN étranger sur sa culotte. Il ne correspondait à celui d'aucun membre de la famille. Cet ADN n'a peut-être aucune valeur médico-légale. Il peut y avoir une explication tout à fait innocente. Ce n'est pas une véritable preuve matérielle permettant d'incriminer ou d'exonérer quelqu'un. Je vous propose de refaire les analyses dans mon laboratoire de police scientifique. Cela pourrait donner un éclairage nouveau sur cette affaire. L'épreuve ADN disculpe la famille Ramsey. L'ADN trouvé sur les sous-vêtements de JonBenet établit clairement la présence d'un intrus. La police devrait chercher des suspects en dehors de la famille Ramsey. L'ADN trouvé sur ces sous-vêtements a été comparé à celui de centaines de personnes et aucune correspondance n'a pu être établie. Qu'est-ce que ces circonstances nous disent? Il arrive que l'ADN ne prouve ni la culpabilité ni l'innocence d'une personne. Où l'ADN a-t-il été trouvé? Comment a-t-il pu être transféré là? C'est tout un puzzle qu'il faut reconstituer. Toute reconstitution, toute affirmation scientifique dans cette affaire devront être soumises à un examen rigoureux. La lampe torche trouvée dans la cuisine, le garrot et la corde, les vêtements, tout cela doit faire l'objet de nouvelles analyses. Elles nous ouvriront, j'en suis sûr, de nouvelles pistes. Ce ne sont pas les véritables pièces à conviction. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les procédures de prélèvement, d'analyse et d'interprétation. Elle a reçu un coup sur le côté droit de la tête qui correspond parfaitement à la lampe torche. Une lampe torche et des piles. Est-ce que j'enlève mes gants pour voir ce que je peux laisser comme trace? Oui. Quand la police a trouvé la lampe, il n'y avait aucune empreinte dessus. Pourtant, quand on appuie sur le bouton, on devrait de toute évidence laisser une belle empreinte de pouce. On va voir ce que ça va donner. Je vais ouvrir le compartiment des piles et les insérer dans la lampe comme je le ferais habituellement. Relevons les empreintes. On va chercher des empreintes sur toutes les surfaces exposées. La surface des piles accroche bien les empreintes digitales. Ils n'ont trouvé aucune empreinte digitale sur les piles. Ce qui est très étonnant parce que, une fois les piles insérées dans la lampe, elles sont plutôt bien protégées.
Et on s'attend à trouver les empreintes de la personne qui les a mises là. Est-ce possible qu'on ait manipulé cette lampe avec des gants, pris soin de la nettoyer et de retirer les piles pour les nettoyer avant de les remettre en place? La lampe ne semblait appartenir ni aux agents de police, ni à aucun membre de la famille. John Andrew, le fils que John a eu d'un premier mariage, leur avait offert une lampe torche, dont la description correspond à celle-ci. Il est crucial de déterminer si elle appartenait au Ramsay ou si elle a été apportée par quelqu'un d'autre. Ouais. Nous devons faire des prélèvements sur la lampe et sur les piles. Le garrot était fait avec une corde nouée. Il devrait y avoir des traces d'ADN au niveau du nœud. Cet ADN devrait être préservé si le nœud n'a pas été défait. Ça a l'air solide. On va bien serrer. Sur la véritable pièce à conviction, c'est à ce niveau qu'on trouverait de l'ADN. Ce sont des lots de culottes achetés dans différents magasins. Oui. Notre but est de voir si l'on trouve de l'ADN étranger sur ces culottes neuves. Ouais. On va commencer par un examen au microscope et chercher d'éventuelles traces de fluide corporel. Cette culotte sort de l'emballage. Personne n'y a touché. Non. Voyons si on trouve quelque chose. Vous voyez ça? Ouais. Vous voyez ces deux points? Ce pourrait très bien être des taches de sang. On peut trouver sur la culotte de la fillette de l'ADN qui n'appartient pas nécessairement au suspect. D'accord. La preuve, nous en avons trouvé sur une culotte neuve que personne n'a portée. Faisons un prélèvement. S'il y a de l'ADN, il a pu être déposé là au cours du processus de fabrication. Ouais. Si les articles ont été conditionnés en Thaïlande et importés ici, on pourrait trouver de l'ADN d'une personne qui n'a rien à voir avec ce crime et qui n'a peut-être même jamais mis les pieds dans notre pays. C'est une possibilité. Faisons notre prélèvement et envoyons-le en analyse. Quand j'aurai les résultats, je vous les apporterai au Colorado et nous verrons alors s'il y a transfert d'ADN et s'il peut être expliqué. Docteur Lee, comment allez-vous? J'ai les résultats. Oh, super. On vous écoute. C'est une bonne nouvelle. Nous n'avons pas utilisé les véritables pièces à conviction. L'idée, c'était de voir les indices qu'il est possible de trouver sur la lampe torche, Le garrot. et la culotte. Commençons par le garrot. On va peut-être trouver de l'ADN sur la partie nouée de la corde. On a X, Y. Il s'agit donc d'un homme. C'est vous, Jim. En plus, il y a tous les marqueurs. Wow. C'est fascinant. Passons à la lampe torche. On a des résultats sur les piles. Est-ce qu'on aurait pu trouver ça en 1996? Ou est-ce grâce aux avancées technologiques? À l'époque, pour des raisons que j'ignore, ils n'ont cherché que 4 marqueurs. Et nous avons élargi à 16. C'était un prélèvement très riche. Oui, très riche en ADN. Et les nouvelles technologies de l'ADN sont très sensibles et détectent les traces les plus ténues. Certains prélèvements montrent clairement une correspondance avec l'un de nous, ou plusieurs d'entre nous. Celui fait sur la culotte ne correspond à aucun de nous, parce que nous ne l'avons pas touché. Elle est neuve, n'a jamais été portée, et pourtant, on y trouve de l'ADN. Il s'agit d'une culotte Une culotte neuve. qui était encore emballée. Nous l'avons déballée ensemble, vous vous en souvenez? Nous portions tous des gants. Ouais. Personne n'a porté cette culotte, et pourtant, il y a de l'ADN dessus. Ouais. Cela veut dire que l'ADN a été laissé au cours du processus de fabrication. Un ouvrier l'a manipulé, plus probablement une femme,
puisque nous avons trouvé un chromosome X. Donc, une ouvrière l'aurait cousu ou emballé et aurait transféré son ADN sur le tissu. Le procureur de l'époque, Mary Lacey, avait dit à John, « Vous, votre femme Patsy et votre fils Burke n'êtes nullement suspectés d'avoir perpétré ce crime. » Elle a dit « La présence d'ADN sur la victime d'un crime est une preuve accablante. L'ADN masculin trouvé sur 2 vêtements portés par la victime au moment du meurtre indique qu'un inconnu de sexe masculin a manipulé ces articles. » Dr Lee, n'est-il pas vrai que l'ADN peut se transférer d'un vêtement à un autre, notamment s'ils sont portés l'un sur l'autre, et s'il y a frottement, par exemple? D'après certaines études, vous pouvez même trouver des transferts d'ADN sur des vêtements récupérés au pressing. Au pressing. Donc, d'après vous, le procureur Lacey n'aurait pas dû écarter des suspects potentiels en s'appuyant seulement sur un transfert d'ADN. Je ne suis pas juriste, je ne sais pas. Je ne fais qu'étudier scientifiquement les indices. L'ADN trouvé dans ce prélèvement devrait probablement être écarté. C'est différent si on en trouve sur le garrot, la demande de rançon et le stylo. S'ils ont toujours la lampe torche, il n'est pas trop tard. J'aimerais bien que la police de Boulder accepte de travailler avec nous et réexamine toutes les preuves. Ils devraient suivre vos recommandations et refaire toutes les analyses ADN maintenant que les méthodes sont plus perfectionnées. Les preuves ADN ne sont fiables que si on sait les interpréter correctement. Faisons ça. Et quand nous aurons les résultats, laissons les preuves parler d'elles-mêmes. Nous avons passé en revue beaucoup de choses. Revenons aux éléments principaux. Quelqu'un est mort dans cette maison. Comment est-ce arrivé? Qui en est responsable? Après tout ce qu'on vient de dire, y a-t-il quelqu'un dans cette pièce qui pense que la scène de crime a été maquillée? Ce crime n'a pas été commis par une faction étrangère. Dans quelles circonstances va-t-on maquiller une scène de crime? Pour détourner l'attention. Oui, pour attirer l'attention ailleurs et masquer ce qui s'est passé en arrangeant les choses. Pour se couvrir, essayer de se protéger ou de protéger quelqu'un. Selon moi, ce crime s'est déroulé dans l'enceinte de la maison. Oui, je pense que le meurtre a eu lieu dans la maison. Je crois qu'on peut éliminer l'hypothèse d'un inconnu venu de l'extérieur. Cela cache certainement quelque chose. Mais quoi? Allô? Bonjour Gretchen, Jim Clementi à l'appareil. Je vous ai appelé hier. Oui, qui vous a donné mon nom? Vous connaissez James Collard? Oui. Il travaille avec vous? Oui, tout à fait. D'accord. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Entrez. Jim Clementi. Gretchen Smith. Enchanté. Voici James Collard. Je vous ai reconnu. Bonjour. Je suis entrée dans la police de Boulder en 1990. J'étais affectée aux patrouilles de quartier. J'étais un agent de terrain. Que pensiez-vous de la crainte qu'avaient les gens d'avoir un tueur en liberté? C'était une crainte que nous n'avions pas dans le service. Certains d'entre nous avaient le sentiment de savoir qui étaient les meurtriers. Quoi qu'il en soit, nous voulions que la communauté se sente protégée. Et par sécurité, on faisait des patrouilles supplémentaires. La police de Boulder était presque un peu trop confiante dans ses communiqués de presse. Elle disait qu'elle pensait qu'il n'y avait pas de tueurs en liberté, que les habitants étaient en sécurité. Il n'y avait pas de tueurs en liberté. Il n'y avait pas de meurtriers écumant le voisinage à la recherche de petites filles. Y avait-il eu des cas similaires dans le voisinage, avant ou après? Non, c'était un cas isolé. Ce devait être très frustrant de voir ce que les médias colportaient sur un tueur en liberté. Je pense que les médias croyaient ce qu'on leur disait, ce que certaines personnes leur disaient. Qui? Le bureau du procureur. Je voudrais m'adresser à celui ou ceux qui ont commis ce crime. Même si cela ne reflétait pas l'esprit des enquêteurs qui travaillaient sur l'affaire. Justice sera faite. Et vous paierez pour ce que vous avez fait.
L'affaire John Benet a piétiné toute morale. Vraiment? Il n'y avait aucune moralité. En tant qu'agent de police, vous devez travailler de concert avec le bureau du procureur. Ce doit être une collaboration. Mais ce n'était pas le cas. Parce que le but était... Le but, c'est normalement de trouver les coupables et de les mettre en prison. Comment expliquer cela? Eh bien, les parents de l'enfant avaient de l'argent. Le bureau du procureur et une partie des autorités ne voulaient pas qu'un membre influent de la communauté soit présenté comme coupable d'un crime comme celui-là. C'était inadmissible. Je crois qu'ils ne voulaient pas résoudre ce crime. Ils ont mené l'enquête de façon à ne pas trouver la vérité. Et ils l'ont fait intentionnellement. À ce jour, nous n'avons pas de preuves suffisantes pour inculper qui que ce soit ayant fait l'objet d'une enquête. L'inspecteur Steve Thomas donne sa démission dans une lettre accablante. Selon lui, les Ramsey auraient fait pression sur le bureau du procureur en disant « Les autorisations de collecte d'indices ont été refusées et on nous a fortement suggéré de demander la permission des Ramsey avant d'intervenir. » Steve Thomas faisait partie de ceux qui voulaient vraiment trouver le meurtrier de John Benet. Enchanté. Enchanté, Steve Thomas. C'est probablement la dernière fois que je parlerai de cette affaire en public. Mais on m'a dit que des agents des forces de l'ordre et des experts de renommée ont décidé de reprendre l'enquête. Ça fait maintenant 20 ans, et c'est peut-être la dernière occasion pour moi d'y participer. Alors, merci de m'interroger. Alors, allons droit au but. Qu'est-ce que votre enquête a révélé sur l'implication de Patsy? Je pense qu'elle était l'auteur de la demande de rançon. Les feuilles venaient d'un bloc qui lui appartenait et sur lequel il y avait ses empreintes. On a trouvé un stylo feutre dont l'encre correspondait à celui de la demande de rançon. Les graphologues ont trouvé des similitudes notables entre l'écriture de Patsy et celle de la lettre. Si nous avions trouvé ce genre de correspondance avec une quelconque troisième partie, cela aurait été une preuve incriminante. Mais allez savoir pourquoi, dans cette affaire, le procureur a voulu créer une sorte d'univers parallèle, où ce n'était pas son écriture. Quelle mascarade! Aviez-vous l'impression d'avoir les mains liées? Les mains liées? C'est peu de le dire, Jim. Qui était derrière ça? Le procureur. Le procureur? Bien sûr. Nous n'avons jamais reçu, par exemple, de mandat pour les relevés téléphoniques et bancaires. Nous avons dû vérifier manuellement des dizaines de milliers de reçus. Le procureur ne vous a jamais signé de mandat pour les relevés bancaires? Non. C'était pourtant la procédure standard. Pour les relevés téléphoniques aussi. Ils m'ont chargé de conduire les premiers interrogatoires officiels des Ramsey. Et le FBI aussi. Mais j'étais furieux quand nous avons appris que les Ramsey avaient reçu une copie des rapports de police pour préparer leurs interrogatoires. C'était complètement contradictoire. Le but d'un interrogatoire est d'obtenir des informations sur ce qui s'est passé. Bien sûr. Avant que les personnes ne soient influencées par d'autres informations. C'est exactement ça. Je suis d'accord avec vous. En juin 1998, l'équipe principale d'investigation, des agents du FBI et quelques membres du bureau du procureur se sont réunis dans une petite salle de classe. On nous avait suggéré de faire appel à un grand jury. Les gens nous fermaient la porte au nez. Il nous fallait un pouvoir d'assignation. Il fallait qu'on puisse collecter les indices. Je me souviens, j'étais adossé contre un mur en parpaing quand votre collègue, votre ancien collègue, Bill Admire, c'était mon chef, a dit, et je crois que je le cite mot pour mot, « Monsieur le procureur, sans vouloir vous manquer de respect, une petite fille est en train de pourrir sous terre. Il faut faire quelque chose. Allez-vous convoquer un grand jury ?» Et je n'oublierai jamais la réponse d'Alex Hunter, le procureur élu du comté. « Je dois consulter mes collègues. C'est une décision d'ordre politique. » Je me suis appuyé contre le mur. Ça faisait 2 ans que j'étais sur cette affaire et je me suis dit,
Je ne peux pas continuer. J'arrête là. Le lendemain, les agents du FBI, qui avaient une importance cruciale dans cette enquête, ont dit « Nous nous retirons de la partie ». Il a pourtant fini par convoquer un grand jury. Ils ont entendu des témoignages importants et que s'est-il passé ensuite? En octobre 1999, après avoir entendu le grand jury, le procureur a donné une conférence de presse. Comme tous ceux qui travaillaient sur cette affaire, j'ai été amené à croire que le grand jury s'était dissous, sans autre commentaire ou vote. En sachant que les jurés sont tenus au secret à vie, il a pris les votes de chacun, les a mis dans sa poche et a donné une conférence de presse en pesant consciencieusement ses mots. Comme tout le monde, j'y ai cru. Et pendant 14 ans, personne n'en a rien su, jusqu'à ce que le grand jury lève le secret. Au fait, nous avions voté l'inculpation. Le juge du comté de Boulder a approuvé la diffusion des documents de l'affaire John Benet Ramsey. Un journal local a rapporté un peu plus tôt cette année qu'un grand jury avait voté en faveur d'une inculpation des parents de la petite fille, John et Patsy Ramsey. Alex Hunter, le procureur de l'époque, avait choisi de ne pas poursuivre les Ramsey. Certaines affaires vous hantent toute votre vie. Comment regarder 20 ans en arrière et ne pas être en colère? Parce qu'il n'était plus question de John Benet, mais de politique, d'intérêt des uns et des autres. Pourquoi tous ces secrets? Bienvenue dans l'affaire Ramsey. Le grand jury, qui avait entendu les témoignages et lu les rapports, a pensé qu'il y avait de bonnes raisons d'inculper les Ramsey. Mais Alex Hunter a décidé de ne pas les poursuivre. Le grand jury de Boulder a rempli sa mission et n'a plus besoin de se réunir. Aucune poursuite n'est engagée. Je me dois de vous faire savoir qu'à ce jour, mon groupe de travail et moi-même n'avons pas de preuves suffisantes pour inculper qui que ce soit ayant fait l'objet d'une enquête. Nous savons maintenant que le grand jury avait voté 2 chefs d'accusation contre Patsy et contre John. Cela donne une toute autre portée à la déclaration d'Alex Hunter en 1999, juste après le vote du grand jury. Il a formulé ça de façon vraiment trompeuse. Ce qu'on comprenait, c'était que le grand jury n'avait retenu aucune charge. Hunter ajoute ensuite que lui et son groupe de travail avaient décidé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour inculper qui que ce soit. Il le tourne de façon à ce qu'on pense que le grand jury est d'accord avec lui, alors qu'il dit le contraire de ce que le grand jury a établi. Exact. Il a l'air d'avoir bien choisi ses mots. Oui. Le public avait tout intérêt à savoir que le grand jury était favorable à l'inculpation de Patsy et John, mais personne ne l'a su ou n'a pu le deviner à l'époque. Bonjour, vous êtes bien Alex Hunter? Je m'appelle Jim Clementi, je suis un ancien agent du FBI. Je participe à la révision de l'affaire John Benet Ramsey. Nous abordons les faits sans aucun préjugé et ne voulons surtout pas prédéterminer l'issue de l'enquête. Nous aimerions nous entretenir avec tous ceux qui ont participé à l'enquête. Accepteriez-vous de me parler? Ah, on a été coupé. Je ne sais pas s'il a raccroché ou... Rappelez-le, S'il y a un problème. c'est peut-être le réseau qui est mauvais. Excusez-moi, je crois que j'ai des problèmes de réseau. Oui, en fait, nous voulons tout simplement... Il y a eu beaucoup d'erreurs d'aiguillage et nous aimerions aller au fond des choses.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est vraiment passé quand vous étiez aux commandes? Parlez-lui de Henry Lee. À la différence que je travaille avec le docteur Lee. Oui, c'est un homme formidable et il dit beaucoup de bien de vous. De quel statut parlez-vous? À propos de... Et ce statut vous empêche de parler des preuves recueillies? Ok. Au revoir. Il dit que c'est vraiment difficile de parler de l'affaire sans révéler des informations classées du grand jury. Il ne peut donc pas en parler. Sous aucun prétexte, que ce soit aujourd'hui ou à l'avenir, mes conseillers et moi ne discuterons des procédures du grand jury, à moins d'y être contraints par un ordre de la Cour. Les lois varient beaucoup selon les États. Nous allons consulter un avocat, mais seul quelqu'un ayant pratiqué à Boulder, dans le Colorado, pourra nous expliquer comment les lois sont appliquées dans cet État. Entre le 25 et le 26 décembre 1996, John Bennett Ramsey a illégalement, sciemment, imprudemment et de façon criminelle permis qu'un enfant soit placé dans une situation présentant une menace pour la santé de l'enfant et ayant entraîné la mort de John Benet Ramsey. L'autre chef d'accusation dit qu'il a illégalement, sciemment et de façon criminelle prêté assistance à une personne avec l'intention d'entraver, de retarder ou d'empêcher la découverte, la détention, l'arrestation, l'inculpation, la condamnation et la sanction de cette personne, sachant qu'elle est l'auteur ou a été suspectée d'être l'auteur d'un meurtre au premier degré et de maltraitance d'enfants conduisant à la mort. Donc, si je comprends bien, ils inculpent John d'avoir prêté assistance à Patsy si c'est elle qui l'a fait, et ils inculpent Patsy d'avoir prêté assistance à John si c'est lui qui l'a fait. Il est légalement possible dans l'État du Colorado que John ait prêté assistance à Patsy et inversement. Ne seraient-ils pas inculpés tous les deux du crime sous-jacent, au lieu de... Oui. Normalement, la complicité est postérieure au crime et implique en général une autre personne. Je dirais qu'il y a une tierce personne. Qui ne peut être que Burke Ramsey. C'est un point délicat. Au Colorado, l'âge minimum pour être traduit en justice est de 10 ans. Cette loi s'appuie sur le principe qu'un enfant de moins de 10 ans n'est pas psychologiquement capable de commettre un crime. À ce stade de l'enfance, le mineur n'a pas la capacité de former une intention. D'un point de vue scientifique, nous savons que le lobe frontal n'est pas encore entièrement développé. Or, il est le siège de l'acte intentionnel. C'est difficile de dire si un enfant décide clairement de faire A, B, C. Burke n'avait que 9 ans à l'époque. 9 ans et 11 mois. C'est l'âge au moment du crime qui compte. Ouais. Je ne sais pas comment ils auraient pu le poursuivre en justice à cause de cette limite d'âge placée à 10 ans. Imaginons que ce soit pour homicide par imprudence. Même aujourd'hui, la justice ne peut pas l'inculper parce qu'il n'avait pas encore 10 ans au moment des faits. C'est une salle de projection. On verra mieux sur grand écran que sur nos ordinateurs. 2 semaines après le meurtre de John Benet, Burke a été interrogé par une personne des services sociaux. La famille a exigé que l'interrogatoire ne soit pas mené par un agent ou un inspecteur de la police de Boulder. Je vais faire très attention à son comportement. J'étais profiler au FBI. Je suis expert en affaires de pédophilie, d'enlèvement et de meurtre d'enfants. C'est l'interrogatoire mené par le docteur Suzanne Bernard. En tant qu'analyste comportemental, j'ai réexaminé et éclairé des milliers d'affaires criminelles. J'ai un master en kinésiologie et en psychologie judiciaire. Commençons au tout début. Est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi ils veulent que tu me parles? Pour voir s'ils peuvent trouver qui... Tu sais bien. Pour commencer, il faut que je te dise plusieurs choses. Une partie de mon travail consiste à mieux te connaître et à m'assurer aussi que tu vas bien, parce que les choses n'ont pas été faciles, j'imagine. Tu vas à l'école? Non, parce qu'on essaye d'éviter la presse. Mes amis me disent qu'après les cours, il y a plein de journalistes devant l'école.
Eh, bonjour. Est-ce que Burke était en classe aujourd'hui? Non. Je crois qu'il était absent. Oh, merci. Te sens-tu en sécurité? Oui. Oui? Est-ce qu'il t'arrive d'être inquiet? Pas vraiment. Non? En général, je joue sur ma console. D'accord. On arrête là. Pour ma part, je ne vois aucun signe pour l'instant d'un traumatisme récent. On dirait qu'il s'est mis sur le mode du jeu. Ça sonne complètement faux. Sa sœur disparaît en pleine nuit, elle est retrouvée morte au sous-sol, et Il ne s'inquiète pas pour sa sécurité. On ne se dit pas qu'ils peuvent revenir pour lui, comme n'importe quel enfant penserait habituellement. Oui, surtout à son âge. Il est encore très vulnérable. Il était dans la même maison et ça n'a pas l'air de le perturber. De le perturber, oui. Est-ce que tu as des secrets? Peut-être, mais je ne m'en souviens pas. Et si je m'en souvenais, je ne vous les dirais pas. Pourquoi? Tu peux tout me dire à moi. Parce que c'est secret. Je plaisantais. Ok. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes ici. N'importe quelle personne formée à interroger les enfants sait que les choses les plus importantes sont celles que les adultes disent aux enfants en précisant que c'est un secret. Il s'agit en général de crimes à leur encontre ou de crimes dont ils ont été témoins. Au cours de ma carrière, j'ai suivi des formations et j'ai donné des formations sur l'interrogatoire des enfants. Je ne sais pas pourquoi elle n'insiste pas. Elle va peut-être y revenir. Je ne sais pas, on va bien voir. Est-ce que les choses ont beaucoup changé à la maison? Beaucoup, oui. Qu'est-ce qui a changé? La police est partout. Et toi? Et tes parents? Mes parents pleurent, des fois. Mais, vous savez, pour moi, la vie continue. La vie continue. C'est une drôle de façon de parler alors que sa sœur a été assassinée et retrouvée dans la maison. Je ne suis pas sûre que la vie puisse juste continuer. Bien sûr, les enfants sont très résilients et ils surmontent beaucoup de choses, mais là, il est en pleine tempête. Ça vient juste d'arriver. C'est un événement bouleversant, même pour un petit garçon de 9 ans. Mais, pour moi, la vie continue, quoi. À ton avis, que s'est-il passé? Je sais ce qui s'est passé quand elle a été tuée. À ton avis, comment est-ce arrivé? Je crois... J'ai demandé à mon père où il avait trouvé son corps. Il m'a dit, je l'ai trouvé au sous-sol. Alors... Attendez. Je sais ce qui s'est passé quand elle a été tuée. Puis il ajoute, j'ai demandé à mon père où ils avaient trouvé son corps. C'est ce qu'il ne dit pas qui est intéressant. On s'attend à ce qu'il demande qu'est-ce qui lui est arrivé. À ton avis, que s'est-il passé? Je sais ce qui s'est passé quand elle a été tuée. À ton avis, comment est-ce arrivé? Je crois... J'ai demandé à mon père où il avait trouvé son corps. Il m'a dit, je l'ai trouvé au sous-sol. Alors... Je crois que quelqu'un l'a prise. Est descendu au sous-sol, sans faire de bruit. Il a peut-être sorti un couteau et fait... comme ça. C'est comme ça qu'elle est morte, tu crois? Ou peut-être un marteau. Et il l'a frappée à la tête. Vous avez vu ça? Il mime l'action. Retournons quelques secondes en arrière pour revoir ça. Il a peut-être sorti un couteau et fait... comme ça. C'est comme ça qu'elle est morte, tu crois? Ou peut-être un marteau. Et il l'a frappée à la tête. C'est vraiment bizarre qu'il mime l'action. La plupart des enfants ne se projetteraient pas l'action ou ne la mimeraient pas. Et pour couronner le tout, il ne montre aucune émotion. Rien de ce à quoi on s'attend. Alors qu'il s'agit de sa sœur. C'est comme ça qu'elle est morte, tu crois? Ou peut-être un marteau. Et il l'a frappée à la tête. Quand Burke est né, il était la raison de vivre de ses parents. Pour eux, il était parfait. Il était couvert de cadeaux. Les vêtements, les voyages, il était gâté. Et puis John Benet est né. Elle a grandi et elle est entrée dans le circuit des mini-miss. Je m'appelle John Benet Ramsay et j'ai 5 ans et demi.
Toute leur attention est passée de Burke à John Benet. Savez-vous comment il avait réagi? Je crois que Burke avait mauvais caractère. Il s'énervait facilement. Il avait frappé John Benet. Quand ça? Avant le meurtre. Je dirais que ça s'est passé 1 an et demi avant. Il jouait aux cartes et apparemment, il l'a frappé avec un club de golf. Juste là. Comment l'avez-vous su? Je me souviens avoir demandé à Patsy d'où venait cette cicatrice pendant une séance de photos. Elle m'a dit, les enfants jouaient et Burke s'est énervé. Il l'a frappé avec un club de golf. Après le meurtre, je suis allée chez eux avec ma fille Lindsay, qui voulait rendre visite à Burke. Ils ont ouvert la porte et m'ont accompagnée dans le salon. Patsy est arrivée. J'ai bavardé avec elle une dizaine de minutes et je suis allée retrouver ma fille qui était avec Burke. Je me suis avancée vers lui et il a dit d'un ton brusque, « Va-t'en, ne me touche pas. Laisse-moi tranquille. » J'ai levé les mains et je lui ai dit, « D'accord, je ne te toucherai pas. » Quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce que tes parents t'ont dit sur la mort de ta sœur? Je sais juste que quand je suis allée à la maison, il y avait les funérailles. Mon père a dit, « John Benet est au paradis maintenant. » Et il a beaucoup pleuré, j'imagine. Comment tu te sens maintenant? Je sais pas. Je n'y pense pas parce que je passe mon temps à jouer aux jeux vidéo. Allez, 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 allez! Burke ne recevait plus autant d'attention. Son détachement semble indiquer qu'il avait développé du ressentiment et de la colère peut-être envers sa sœur. Il n'a jamais demandé à l'inspecteur Patterson, qu'il a interrogé pendant 1h30 après la découverte de la mort de sa sœur, ce qui lui était arrivé, si elle avait été retrouvée, si elle allait revenir. Il n'a rien demandé sur sa sœur. N'oublions pas que John Benet était dans le circuit des concours de beauté et que c'était la passion de Patsy. Ce qui veut dire que toute son attention était pour John Benet. Je me demande comment le vivait Burke. Il y a un autre dysfonctionnement dans la famille dont nous n'avons pas encore parlé. Ce sont les antécédents scatologiques de Burke. L'une de leurs anciennes femmes de ménage a dit qu'il barbouillait les murs de la salle de bain avec ses excréments. Et on avait retrouvé des matières fécales de la taille d'une balle de baseball dans le lit de John Benet. La chambre de la victime avait été scellée. Et les agents de la police scientifique ont trouvé une boîte de friandises barbouillée d'excréments. John Benet l'avait reçue la veille pour Noël. Les médias et la communauté les voyaient comme la famille parfaite. Mais lorsqu'on grattait la surface, on voyait que ce n'était pas le cas. Bon, passons maintenant aux interrogatoires de Schuller. Nous sommes 18 mois après la mort de John Benet. Burke a 11 ans et demi. Il est interrogé par l'inspecteur Schuller. Je sais que ça a été une épreuve longue et pénible pour toi. C'est ça? Pour tes parents aussi? Peut-être. À ton avis, pourquoi t'es là? Vous voulez savoir qui a tué ma sœur? On voit bien que Burke fait le malin. Il est sûr de lui. Il pense être plus malin que tout le monde. Il est affalé en arrière. Voyons s'il y a des changements. Est-ce que tu as entendu tes parents parler? J'ai juste entendu maman devenir hystérique. Hystérique? Oui, genre, vous savez quoi? Est-ce que tu es descendu voir ce qui se passait? Non, je suis restée au lit. Et qu'est-ce que tu as pensé? Que peut-être... Je me suis dit que John Benet avait peut-être disparu. Mais c'était peu probable. Quelles sont les chances que cela arrive?
De quoi te souviens-tu de cette nuit? Est-ce que tu as entendu quelque chose? Je ne me souviens pas d'avoir entendu quoi que ce soit. Je dormais. Je dors toujours très profondément. Et je n'entends jamais rien. Quand il dit « très profondément, je n'entends jamais rien », il en rajoute. Il essaie de convaincre Schuller, plutôt que de lui donner une information. Quand quelqu'un en rajoute, c'est typiquement parce qu'il ment. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Je suis restée au lit, les yeux fermés. J'ai essayé de me rendormir. Je me demandais s'il était arrivé quelque chose de grave. Il s'était passé quelque chose, mais quoi? J'essayais de deviner ce qui s'était passé. Tu étais curieux. Oui. Quand quelque chose t'intrigue, qu'est-ce que tu fais normalement? J'essaie de trouver la réponse. C'est ce que tu as fait quand ta mère est venue dans la pièce? Non. Je me suis dit que quelqu'un viendrait me le dire. Ou que je le saurais plus tard. Il sait qu'il se passe quelque chose. La plupart des enfants seraient sortis de leur lit, à moins qu'on leur ait expressément ordonné de rester où ils sont. On s'attend à ce qu'ils demandent ce qui se passe, et non à ce qu'ils acceptent et attendent sans rien dire. Quand tu vas te coucher le soir, qu'est-ce que tu fais habituellement? Est-ce que tu grignotes quelque chose? Ça m'arrive parfois. Pas tous les soirs. Si tu grignotes quelque chose, qu'est-ce que maman t'autorise à prendre? Un dessert ou un yaourt. Dessert ou yaourt. Certains ont droit à des gâteaux, des bonbons, des céréales, des fruits. Oui, elle me proposait des fruits. Vous aviez quels fruits en général à la maison? Des ananas, peut-être. Et tu aimes ça? Oui. D'accord. C'est ton fruit préféré? Peut-être. Qu'est-ce que John Benet aimait grignoter? Je ne crois pas qu'elle ait grignoté. Elle aimait l'ananas? Oui, elle adorait l'ananas. Un des points déterminants de cette affaire repose peut-être sur quelque chose qui peut paraître complètement anodin, mais qui nous en dit long sur ce qui a pu se passer. Dans l'intestin grêle de John Benet, on a trouvé des fragments de matière organique qui ressemblaient à de l'ananas. Dans quel état était l'ananas? Vous voulez dire à quel degré de digestion? Oui. Est-ce que le rapport d'autopsie précise à quoi ressemblait l'ananas? On a le contenu gastrique? Il est dit, la portion proximale de l'intestin grêle contient des morceaux de ce qui semble être un légume ou un fruit de couleur jaune à vert clair, ressemblant à des fragments d'ananas. Les résidus de l'intestin grêle sont indistincts. Cela veut dire que c'était bien après le repas. Oui. Ils ont dîné chez les White. Et tout indique que le repas a eu le temps d'être digéré et d'être évacué de l'estomac. Elle a donc complètement digéré son dîner, puis elle a mangé de l'ananas. Exactement. Il est très probable qu'elle ait mangé une modeste quantité de nourriture au dîner et qu'elle l'ait digérée. Il faut compter plusieurs heures. Si on relie tous ces points, on obtient une chronologie possible. Oui. On sait approximativement l'heure à laquelle ils sont rentrés chez eux. John Benet s'est endormi en chemin. Nous savons que John Ramsay l'a mis au lit. L'ananas a été ingéré par la suite. Nous savons que le dessert préféré de John Benet était de l'ananas et du lait. Il y avait un bol avec ce qui semblait être de l'ananas et du lait sur la table. Le bol d'ananas était encore bien rempli. Quelque chose A interrompu la collation. Ils n'ont pas fini de manger. Dr Spitz, voulez-vous jeter un œil à la salle à manger? Oui, j'aimerais voir le bol d'ananas. Le voilà. Et voici la photo prise par les services de police. Les analyses ont montré qu'il y a les empreintes de Burke et Patsy sur le bol. Celles de Burke sont aussi sur le verre de thé.
Patsy a dit qu'elle n'aurait jamais préparé ça parce que la taille de la cuillère est démesurée par rapport au bol. Elle n'aurait jamais fait ça comme ça. Est-ce que Burke pourrait avoir lui-même préparé de l'ananas au lait et du thé? Il y a des empreintes sur le bol et sur le verre. Y a-t-il les empreintes de John Benet? Non. Mais il est raisonnable de penser qu'elle en ait pris juste un morceau. Avec les doigts. Oui. Oui. Pour estimer l'heure de la mort, c'est très important. Est-il possible que John Benet soit descendu, ait vu Burke en train de manger et lui en ait pris un morceau? Elle n'a pas touché le bol, elle n'a pas touché la cuillère. Vous savez, j'ai moi-même 3 petits-enfants. Les enfants font ça. Oui. Ils passent et grappillent un morceau avec les doigts. Oui. Ils en chipent un morceau. Exactement. Et s'en vont. Oui. Avaler est un acte volontaire. C'est vrai. Il faut vouloir avaler. Et si elle voulait bien avaler, c'est qu'elle était encore vivante et consciente. À votre avis, est-ce que ça pourrait être le moment où tout a basculé? Les événements se seraient alors enchaînés jusqu'à sa mort. C'est possible. Qu'est-ce qu'il y a sur la photo? C'est la table de la salle à manger. Tu peux me la décrire? C'est un bol de... C'est... quelque chose. Oui. On dirait un verre avec un sachet de thé dedans. C'est des céréales, tu crois? Non, c'est un peu gros comme morceau. Pour des céréales. Peut-être des fruits, mais il n'y aurait pas de cuillère dedans. Alors je sais pas. C'est pourtant une question toute simple qu'on lui pose. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas ce que c'est? Il est évasif, mal à l'aise pour répondre, alors que c'est une question qui devrait être anodine. On dirait qu'il est prêt à sauter du siège. Il est complètement penché sur la photo. C'est vraiment bizarre, parce qu'on note un changement radical dans son comportement. Je crois qu'il est conscient que l'ananas trouvé dans l'estomac de John Benet peut remettre en question l'heure de sa mort et la façon dont elle a été tuée. Est-ce qu'il t'arrive d'aller jouer au sous-sol? Oui, j'ai un train électrique au sous-sol. Et la dernière année où tu as habité là, est-ce que tu y jouais souvent? Plutôt. Quand la police de Boulder m'a demandé d'enquêter sur la mort de John Benet, j'ai cherché à savoir d'où venaient les blessures que le rapport d'autopsie décrivait comme des marques d'abrasion plutôt que des traces de brûlure. La société Taser dit qu'aucun de ces pistolets paralysants ne laisse ce genre de marques. J'ai alors demandé à ce qu'on compare l'écartement entre les marques que présente la victime avec celles des électrodes d'un taser. Ça ne correspond pas. Oui. Je trouve ça assez parlant. Où se trouvaient ces blessures très spécifiques? Dans le bas du dos, si je me souviens bien. Oui. Un agent de mon service a dit avoir peut-être trouvé quelque chose qui pourrait expliquer ces blessures. Il s'agit de rails de train électrique. J'ai demandé à la police de Boulder des photos à taille réelle de la blessure et des rails. Ces pointes permettent de relier 2 rails. On constate, en superposant les 2 photos, que les pointes du rail correspondent parfaitement aux blessures de John Benet. Il y a un train électrique et des rails dans cette pièce. On peut voir des rails dans la vidéo de la scène de crime et sur le sol de la chambre de Burke. Je trouve ça remarquable de trouver dans la maison un jouet pouvant expliquer ces blessures.
Si l'on examine attentivement ces deux marques qu'elle a dans le bas du dos, on voit un défaut au centre de chacune d'elles. Ce défaut vient de quelque chose qui s'est enfoncé dans la peau. Son sang ne circulait déjà plus au moment où cela a été fait. Sinon, on verrait des traces de sang sur la photo des blessures. Or, ce n'est pas le cas. Il semblerait donc que John Bonet ait été frappé à la tête, ce qui l'a fait tomber par terre. Elle n'avait plus l'air de respirer ou semblait inconsciente. Quelqu'un aurait pris un rail de train pour essayer de voir si elle réagirait. Est-ce que c'est quelque chose qu'un adulte utiliserait pour faire réagir une petite fille inconsciente? Un adulte aurait appelé les secours et une ambulance. Oui. On trouve dans la maison non seulement le bloc-notes et le stylo utilisés pour la demande de rançon, mais aussi un objet qui a pu servir à agresser John Bonet. Il y a des rails dans la pièce du train électrique, au sous-sol, et dans la chambre de Burke. En conclusion, je dirais que c'est soit ça, soit quelque chose de similaire. Jim et moi avons essayé de contacter John et Burke pour leur donner l'occasion de parler. Nous avons appelé John de nombreuses fois et avons laissé plusieurs messages sur sa boîte vocale. Il ne souhaite pas nous parler. Mais en partant des différentes déclarations de John Ramsey, nous allons reconstituer une chronologie. Le matin de Noël. Comme tous les ans, je descends allumer les lumières du sapin. Les enfants descendent et nous ouvrons les cadeaux. Tous les deux ont de beaux cadeaux. John Bonet a reçu un vélo et une poupée. Après la célébration de Noël, ils prennent un petit déjeuner et vont chez les White. Et finissent par rentrer. John Bonet était endormi à l'arrière de la voiture. Je l'ai porté à l'étage et l'ai mis au lit. Nous savons que Burke jouait et qu'il était avec John. Il assemblait un jouet en plastique qu'il avait reçu pour Noël. Je l'ai aidé à finir pour qu'il puisse aller se coucher, puis je suis moi-même allé me coucher. Le lendemain matin, Patsy se lève et descend préparer du café. Madame Ramsey serait soi-disant descendue et aurait trouvé la demande de rançon sur les marches de l'escalier. Que ce soit avant ou après avoir trouvé la demande de rançon, ça dépend des dépositions qu'elle a faites, elle aurait regardé dans la chambre de John Bonet, qui n'était plus là. John s'est réveillé, ou elle l'a réveillé. J'ai entendu Patsy crier, je suis descendu en courant, et elle m'a dit que John Bonet avait disparu, et qu'il y avait une demande de rançon. Je lui ai dit d'appeler la police. Malgré la panique, on est allé voir si Burke allait bien. Il avait l'air de dormir. Ils ont affirmé qu'il dormait pendant tout ce temps. À aucun moment, ils ne l'ont réveillé pour lui demander s'il avait entendu quelque chose ou s'il savait où était John Bonet. C'est vrai. Juste après avoir appelé les secours, Patsy appelle des amis de la famille, les Ferney et les White. Elle leur demande de venir, et c'est alors que la police arrive. J'ai cru comprendre que John est descendu au sous-sol. J'essayais de voir comment quelqu'un avait pu s'introduire chez nous. J'ai vu une fenêtre partiellement ouverte avec une vitre cassée et une valise juste dessous. John retourne à l'étage. L'inspecteur Hunt lui demande de fouiller la maison de fond en comble. John redescend au sous-sol, avec Fleet White cette fois, et va dans la cave à vin. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé John Bonet. Quand il trouve le corps, il dérange la scène de crime. Il retire le ruban adhésif qui lui couvrait la bouche, il défait un de ses liens et la porte à l'étage. Il la pose par terre. Puis, Linda Arndt, à son tour, déplace le corps pour le poser sur le sol du salon. Ce n'est qu'après que le corps sera transféré à la morgue pour une autopsie. À mon avis, cela aurait été plus simple s'ils n'avaient pas fait appel à leurs avocats pour couper court à toute investigation Supplémentaire. Oui, les Ramsey avaient pris leur distance avec l'enquête, tout en déclarant au cours d'apparitions très médiatisées qu'ils accordaient leur pleine coopération. Nous avons parlé avec la police pendant près de 8 heures le 26 et encore 2 heures le 27. Si vous pensez que nous n'avons rien dit à la police, vous vous trompez. Ça fait maintenant plusieurs mois que nous enquêtons et travaillons en équipe. Il est temps de faire le point sur ce que nous avons trouvé.
Dans une enquête en bonne et due forme, on va étudier tous les indices et vérifier toutes les pistes. Il s'agit d'éprouver toutes les hypothèses pour ne garder que celles qui sont étayées par des preuves. Certains ont émis une autre hypothèse survenue cette nuit-là après une journée de Noël stressante. L'hypothèse de l'accident. John Benet aurait fait pipi au lit et Patsy aurait perdu patience. Les études de profilage nous montrent que les comportements passés sont de bons indicateurs des comportements futurs. D'après ce que j'ai compris de la famille Ramsey, il n'y avait pas eu de signe annonciateur de violence domestique. Cet enfant était un gros investissement pour elle. Elle lui consacrait beaucoup de temps et d'efforts et avait de grands espoirs pour elle. Cela représentait beaucoup d'argent aussi. Elle semblait vivre par procuration à travers sa fille et les concours de minimis. Et en un claquement de doigts, comme ça, tout s'effondre. Ça s'est passé très vite. Un coup de marteau sur la tête, selon la mère. Je suis d'accord avec vous. Il a été question d'un intrus, quelqu'un venant de l'extérieur. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu d'intrus. Je ne pense pas qu'il y ait de preuves valables d'un point de vue scientifique et comportemental de la présence d'un intrus venant tuer John Benet. Je n'y crois pas. Bien entendu, les médias ont fait toutes sortes de spéculations sur un pédophile ou un pervers. Le docteur Lee a dit que les preuves ADN dans cette affaire sont erronées. Cet ADN n'a aucune valeur médico-légale. Il n'y a pas eu d'agression sexuelle. À votre avis, James, que s'est-il passé cette nuit-là? Je pense que les Ramsey sont rentrés chez eux vers 21h, 21h30. John Benet était endormi et John l'a porté dans sa chambre. Patsy est restée en bas avec Burke et lui a servi du thé et de l'ananas. Cela explique les résultats de l'autopsie et les empreintes. Je pense qu'elle a réveillé John Benet pour qu'elle aille aux toilettes et ne mouille pas son lit. Elle s'est peut-être brossé les dents, d'où le dentifrice sur le lavabo. Elle devait être alors bien réveillée et avait peut-être encore faim. Alors elle est descendue. Pendant ce temps, Patsy faisait les valises pour leur séjour dans le Michigan. Peut-être que Burke était en colère à cause des cadeaux de Noël. Ça l'a sûrement énervé que sa sœur essaie de lui piquer un morceau d'ananas. De rage, il l'a peut-être frappé avec la lampe torche. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui. Oui. Absolument. Bien sûr que je suis d'accord. Cela dit, je ne pense pas que ce soit un meurtre intentionnel. Je suis d'accord, mais il n'y a rien pour le prouver. Donc, aucune préméditation, ce serait un coup de sang, quelque chose qui l'a énervé. Ça peut être une mort accidentelle, pas nécessairement un meurtre. Sous la colère, il a peut-être frappé plus fort qu'il ne le pensait. On parle d'un garçon de 10 ans qui a déjà frappé sa sœur à la tête avec un club de golf. Et que s'est-il passé alors? Ça sous-entend qu'il avait compris. Un club de golf est fait pour frapper une balle. C'était peut-être un accident. Une lampe, c'est fait pour éclairer. Pour un adulte, imaginez. Touche pas à mon ananas. C'est exactement ça. Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait une volonté de tuer. Tout dépend de ce qu'accidentel veut dire pour vous. Pour moi, légalement, il y a un accident quand la personne n'a pas conçu l'intention de tuer. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre intention de tuer. Je ne le pense pas non plus. En revanche, ce que l'on voit clairement, c'est l'intention de dissimuler et de maquiller les faits. Tout au début, nous avions parlé du manque d'implication de la famille dans l'enquête. Ce détachement est très inhabituel quand on perd quelqu'un de si proche. En général, on va tout faire pour aider à résoudre l'affaire. Ce n'est pas le cas ici. Mais peut-être que si, en fait. Changeons de point de vue. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour protéger le frère. La demande de rançon, par exemple. C'est une diversion pour forcer la police à regarder dans une autre direction. On le voit bien dans les conférences de presse. Dieu sait qui vous êtes. Nous vous trouverons. On le voit à chaque étape. Je pense que Patsy a fait quelques déclarations très parlantes. Au cours d'un interrogatoire, elle a dit qu'ils aimaient leurs enfants et qu'ils feraient tout pour eux. Elle a dit aux services sociaux qu'elle n'aurait plus aucune raison de vivre si elle perdait aussi Burke.
Je trouve que c'est un mobile plus que suffisant pour le couvrir. Je sais qu'il y a eu un grand débat pour savoir si les deux parents avaient cherché à le couvrir dès le départ. Mais je crois que tous ces différents mobiles, demande de rançon, agression sexuelle, terroriste ou politique, tous ces mobiles indiquent clairement que les deux parents sont impliqués. En tant que profiler, je dirais que la diversité des mobiles laisse à penser qu'il y a très probablement plus d'une personne impliquée. Non? Tout à fait. C'est du moins ce que l'expérience nous a montré dans les autres cas de crimes maquillés. Et c'est ce que nous avons ici. Que ce soit par le langage utilisé ou la mise en scène des lieux, du corps et du reste. Dans l'heure qui a suivi le crime, il y a eu volonté de le couvrir. Il a fallu déplacer le corps, écrire la demande de rançon, appeler les secours, etc. Mais je ne pense pas que Burke ait participé à la dissimulation. Il n'a rien à voir avec la demande de rançon. Il n'a pas passé l'appel au secours, même s'il était peut-être dans la même pièce. La seule autre personne qui était sur place au moment des faits, c'est Burke. Exact. Il a été interrogé plus tard par la police et des psychologues pour enfants. Est-ce qu'il a dit des choses qui n'étaient pas vraies sur ce qui s'est passé cette nuit? C'est fort possible. Je me souviens pas d'avoir entendu quoi que ce soit. Je dormais. Je dors toujours très profondément. Et j'entends jamais rien. Mais quand il a été question de maquiller le crime, je dirais que c'est John et Patsy, uniquement. Ce qui s'est très probablement passé, et cela rejoint les conclusions du grand jury qui voulait les inculper, c'est que les adultes de la famille, à savoir John et Patsy Ramsey, ont fait croire à l'intrusion d'un prédateur, d'un monstre qui serait venu tuer leur fille. À mon avis, la famille Ramsey ne voulait pas que la police résolve cette affaire. Et c'est pour cela qu'elle est restée non résolue. Tout à fait d'accord. Mais dites-moi, qu'espériez-vous découvrir en déterrant cette enquête? 20 ans ont passé depuis cette mort atroce. Une des personnes impliquées dans cet homicide a forcément parlé à quelqu'un de ce qui s'est passé. Tout ce que j'espère, c'est que la personne à qui John Ramsey, Burke Ramsey, ou même la regrettée Patsy Ramsey s'est confiée, va finir par parler. Ce serait très intéressant. C'est là. Je n'ose pas imaginer ce qu'ont dû ressentir les premiers agents en arrivant. En découvrant une petite fille de 6 ans morte. Après toutes ces années, on en a presque oublié que derrière cette affaire, il y avait une toute petite fille. Cette affaire me hante et me met en colère depuis le début. Les circonstances de la mort de cet enfant de 6 ans donnent à réfléchir. Au final, c'est l'histoire de 2 parents qui aimaient profondément la fille qu'ils ont perdue et qui ont voulu protéger le fils qu'il leur restait. John Benet et moi étions très proches. Elle va terriblement me manquer pour le restant de ma vie. J'aime cet enfant de tout mon cœur et de toute mon âme. À ce jour, le meurtre de John Benet Ramsey reste non résolu. Les opinions et conclusions des experts de ce programme ne sont que des scénarios possibles parmi d'autres. John Ramsey et Burke Ramsey ont nié toute implication dans le crime, notamment lors de récentes interviews télévisées. Nous vous invitons à tirer vos propres conclusions.